Les Allemands étaient chez moi. On m'a dit, résigne-toi. Mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Le vent souffle sur les tombes. La liberté reviendra. On nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre. On n'adhérait pas à la résistance comme on adhère à un parti maintenant. Bon, un beau jour, j'ai dit à Lucien, à mon ami qui allait devenir mon mari, je lui ai dit, eh ben c'est décidé, je entre dans la résistance. Alors, oh, il m'a dit, mais il y a longtemps que tu y es. J'avais fini mes études, je voulais travailler, je ne voulais pas rester à ne rien faire. Et j'avais compris une chose, en plus de celle que j'avais apprise au Continental, que on ne glane pas les renseignements dans sa maison. Il faut sortir, il faut écouter, il faut savoir. Mais il faut surtout être dans un milieu, être dans des conditions où ça peut servir. Alors, toujours à cause de mon allemand, on m'a bombardé à un poste important dans cette CNPF avant l'heure, et je me suis chargé de tous les dossiers de ces grosses boîtes. J'étais devenu un passage obligé, à la fois pour les Allemands et pour les patrons français. Et un jour, dans un train Paris-Vichy, je rencontre un de mes copains de la rue d'Ulm, qui me dit « Et qu'est-ce que vous faites là ?» Je dis « Si je vous raconte ce que je fais, ça ne va pas vous faire plaisir. » Et je raconte ce que je fais. Il me dit « Mais comment ça ne va pas me faire plaisir? Ça va me faire très plaisir. Surtout si vous voulez bien travailler avec moi, moi je vais vous dire ce que je fais. » Il y a des gens avec lesquels la confiance est implicite. Elle est là. J'ai dit, si c'est pour faire quelque chose avec vous, je fais. Eh bien, il me faut tel renseignement. Et, on ne peut pas écrire, bien sûr. Mais j'ai dit, bon, je ferai. Alors, le 3 février au matin, la Gestapo est arrivée à la maison. Alors, mon frère n'était pas là. Ma mère a réussi à le prévenir. Donc, il va devenir un résistant clandestin. Vous savez que c'est une vie très difficile. Quant à nous, nous allons voir la Gestapo fouiller l'appartement, évidemment. Nous n'allons pas être arrêtés ce jour-là. Mon frère va devenir un clandestin et je vais servir un peu de contact entre lui et le réseau. C'est-à-dire d'abord, il faut trouver des caches pour lui, il faut trouver des gens qui l'accueillent. Parce qu'un clandestin, c'est quelqu'un qui n'a plus d'identité, qui n'a plus de ticket, de rien du tout, donc qui ne peut pas vivre pratiquement. Mes premiers actes ont été surtout des actes pour aider les uns et les autres. J'ai planqué des juifs, j'ai planqué des STO. J'avais pris à Paris 2 petites pièces dans le Marais, rue du Roi de Sicile. Et ma sœur, qui était la sagesse même incarnée, qui ne recevait jamais de garçon, ben voilà. Alors, la concierge avait très confiance en elle. Et c'était sa seule sœur, malgré tout. Alors, ce qui fait que j'ai pu avoir un défilé de gars qui venaient se planquer et croyaient que je couchais avec tous, probablement. Eh bien, j'étais contente d'avoir un second enfant et je ne me suis pas inquiétée. C'est au 3e que je me suis inquiétée. Je me suis dit, il faut continuer. Et c'était surtout mon mari
qui faisaient beaucoup de choses à l'époque. Moi, si ce n'est qu'héberger les uns et les autres, j'avais la vie plutôt normale. Et un jour, ils sont arrivés avec un nouvel agent qui était un gars du BOA, du Bureau des opérations aériennes. Alors ça, c'était la joie. Et on a commencé, mon mari a commencé, parce que là, j'étais quand même trop handicapée pour par mon enfant pour les suivre, et ils ont commencé à marquer les terrains de parachutage. Et alors, je logeais très régulièrement les agents du BOA, parce qu'il y avait beaucoup de travail pour ces terrains de parachutage. Bon, les premiers Américains, ça a été du délire. On avait l'impression d'être libérés, hein, et puis d'être actifs, enfin de faire quelque chose d'utile, de participer à la lutte. Et ils vivaient avec nous comme nous étions en famille. En principe, ils étaient là pour 3 semaines, sauf 2 qui sont restés 2 mois et demi parce que, à l'époque, le réseau avait été décimé. Mais après, ça a fonctionné, ça tournait vraiment comme sur des roulettes. 2 partaient, 2 revenaient. Alors bon, ben, quand à l'arrivée, c'était le réseau qui nous les amenait, un des convoyeurs. Et au retour, on me téléphonait. Il faut amener les poulets à tel endroit. Et je partais avec les poulets. Alors, héberger un Américain, héberger un Anglais, c'était pas trop difficile parce que pour les habiller, ils ont la même taille que nous. La seule chose, c'est qu'on a fait raser la moustache de plusieurs. Habiller un Américain, à cette époque-là, les Français étaient petits. Vous n'êtes pas grande, je ne suis pas grande, mais mon père faisait peut-être 1,70 m, pas plus. Tandis que ces grands gaillards, ils faisaient 1,80 m, 90 m, et par-dessus le marché, ils chaussaient du 45 ou du 46. Et alors moi, j'ai vu ma mère pendant des nuits rallonger les manches, rallonger les pantalons, mais quelque chose qu'on n'a jamais pu changer, ce sont les chaussures. Mais les gens ne faisaient pas attention aux chaussures, alors qu'on était quand même avec des semelles de bois à cette époque-là. Et que les boots des Américains étaient quand même quelque chose de très solide, de très beau comme qualité. Il fallait leur donner la consigne, d'une part, de ne pas parler, de ne pas se parler entre eux, de ne pas répondre si on leur posait une question. Que si l'un d'entre nous était arrêté, il fallait qu'ils continuaient à suivre l'autre, et si tous les 2 étaient arrêtés, il fallait qu'ils se dispersent dans la nature et qu'ils essayent de se débrouiller par eux-mêmes. Que si l'un d'entre eux était arrêté, il fallait qu'ils le laissent arrêter et qu'ils continuent à nous suivre. C'était des choses très précises, et donc, en plus de ça, qu'ils ne nous perdent jamais de vue. D'ailleurs, ils m'ont obéi au doigt à l'œil, hein. Et c'est quand même ça qui était extraordinaire, c'est que ces garçons, à cette gamine qui avait 16 ans, 17 ans, eh bien, ils ont fait une confiance inouïe, hein. Nous avons quand même parlé des dangers, le moins possible, vous savez. Mais on a vu des gens arrêtés. Et on a eu des gens arrêtés. Et on s'est posé la question, si ça nous arrive, alors évidemment, essayer, celui qui n'est pas arrêté, essayer de partir le plus loin possible. Et d'être certaines choses tout à fait comme si nous avions mené une vie à part, alors que nous avions une complicité énorme. Mais mon mari disait, il faut avoir des enfants. Moi, j'aurais préféré ne pas en avoir. Oui, parce qu'on est beaucoup plus libre. À ça, j'ai été très freinée par mes enfants quand même. Je ne pouvais pas être libre toute la journée, courir de côté et d'autre, non.
j'étais quand même beaucoup plus tenue à la maison, ce qui explique une résistance différente de personnes qui étaient jeunes, libres et qui pouvaient courir de côté et d'autre. Vous êtes tout de même un peu tenue. Quand j'ai été arrêtée, oh, je l'ai gardée, ma première lettre. J'ai écrit à mes parents, asseyez-vous, asseyez-vous, m'insérez-vous bien. Alors, premièrement, je suis arrêtée. Deuxièmement, j'ai un petit ami. Troisièmement, je suis enceinte. Et maintenant, soyez tranquille, il n'y a plus rien d'autre. Du moins, pour le moment, quoi. Ils ont dû faire des sauts de carpe. Il y aura une deuxième descente de la Gestapo en juin. Et là, nous serons arrêtés tous les trois. Mon père, ma mère et moi. Et emmenés à Fresnes. Ce qu'il voulait savoir, c'est où était caché mon frère. Et je vous ai dit que j'avais servi un peu de relais. Et incontestablement, il m'avait suivi à un moment. Il m'avait repéré à un tel endroit, notamment à Paris. Et il voulait savoir où il était. Alors, ils ont dit à ma mère, ça je l'ai su bien sûr après, quand je vais la retrouver à Ravensbrück, que de toute façon, ça ne faisait rien si elle ne parlait pas, parce qu'il l'avait fusillée. Alors, le raisonnement de maman a été le suivant. Pourquoi m'interroge-t-il de cette manière? Pour me faire parler, pour me faire dire où il est, s'ils l'ont tué. Ça paraissait assez bizarre. Vous voyez, il y avait des choses comme ça qui passaient quand même dans nos pauvres têtes. Moi, je n'ai pas dit grand-chose. Parce qu'ils m'ont pris pour un minus, pour une... mon mari portait une arme, alors que c'était beaucoup plus sérieux. Mais moi, non, j'étais complice, c'est tout, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est seul en cellule? Moi, je chantais beaucoup. Je vous ai dit que je faisais partie d'une chorale, une chorale assez connue. Et je chantais beaucoup. On pense beaucoup à tout ce qui a été heureux dans sa vie. Ses amis. On fait des projets. On espère bien que ça va finir. Ben, il fallait faire quelque chose. Parce que à partir du moment où on ne faisait rien, on était envahi par l'angoisse. Hier encore, nous étions trois. Il ne reste plus que moi. Et je tourne en rond dans la prison des frontières. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera. Nous rentrerons dans l'ombre. La surveillance au point de vue médical, zéro, hein. Zéro. Il n'y a qu'au 5e mois, on avait droit à un verre de lait. J'étais à la maternité. Là, pendant un superbe bombardement, j'ai eu le bébé. J'étais très décidée à subir tout avec lui. Les bombardements, je me disais, si une bombe tombe, pourvu qu'elle tombe sur nous deux, qu'il n'y en épargne pas.
La dernière vague des escadrilles anglo-américaines, après un raid de près de 2 heures, vient de s'éloigner. Rouen est à son tour bombardé. On compte plus de 80 morts et 150 blessés graves. L'attaque a eu lieu à l'heure de midi et a tué des familles entières qui prenaient paisiblement leur repas. Les bombardements se poursuivent implacablement. J'ai compris que les renseignements que j'allais commencer à recevoir, à comprendre, recevoir non, mais à aller chercher, touchaient à des choses très graves. Et c'est l'époque où j'ai commencé à rentrer en contact avec les officiers qui étaient responsables des V1 et des V2 et de Peenemünde, etc. Là, j'ai senti que ça brûlait, que c'était franchement dangereux. Mais en même temps, je me trouvais assez bien placé pour apprendre beaucoup de choses. Il n'était pas question d'abandonner. Alors, les ingénieurs d'armement que je rencontrais au Majestic, où ils étaient dans des bureaux qui étaient fermés à tous les autres Allemands, avaient un hôtel particulier avenue Hoche. C'était leur cantonnement. Et alors, quand il s'agissait de faire quelque chose de personnel, alors on m'invitait avenue Hoche. Et c'est là que j'étais un meuble. On me disait, bah, il n'est pas prêt, un tel n'est pas prêt, il va arriver un peu plus tard, vous voulez bien attendre. Alors j'attendais. Et par l'instant-là, j'écoutais. Et dès que je rentrais, j'écrivais. Et c'était ça qui partait en Angleterre, une fois codé. Ils savaient que je n'étais pas ni nazi, ni pro-nazi, ni pro-allemande. Ils savaient que j'étais contre l'occupation. Mais ils ne me craignaient pas. Alors ils me parlaient de leurs femmes, de leurs enfants. Je sais pas, j'étais un peu... Et puis souvent j'étais leur confidente aussi. Ils avaient des histoires avec des jeunes femmes françaises. Et comment est-ce qu'on peut arranger ça? Et j'irais parler. Enfin, ils me faisaient confiance. Oh ben, je pense que pour tous ceux qui ont fait de la résistance, en dépit du devoir, parce que je pense que c'était un devoir, c'était en même temps un jeu, parce que là, on avait l'allemand chez nous, hein, c'était un jeu, on leur faisait la nique, si on peut dire, là, face à face. Vous savez, faire une carte d'identité à cette époque-là, c'était pas grand-chose. On allait acheter les cartes chez un papetier, on allait acheter des timbres fiscaux au bureau de tabac. Le problème, c'était quand même d'avoir la photo d'identité. Ça a été d'ailleurs mon premier travail, si je peux dire travail, c'est de les emmener de chez nous au Louvre pour les faire photographier. Et il y avait un photomaton. C'était toujours la même jeune fille. Et ce qui devait arriver est arrivé, mais ça on s'y attendait, c'est qu'à force d'en amener, un jour ou l'autre, elle m'a demandé, mais dites voir, qu'est-ce que c'est que tous ces garçons que vous amenez? Alors bien sûr, à tous, on disait de ne pas parler, de ne pas qu'ils étaient sourds-muets. Ben, j'ai dit, ben, ce sont des sourds-muets. C'était quelque chose qu'on avait concocté parce qu'on disait que ça allait arriver. Ce sont des sourds-muets. Et puis alors elle me dit, mais ils n'ont pas l'air idiots. Mais j'ai dit, des sourds-muets, c'est absolument pas idiot. Et donc, elle les a photographiés. Vous voyez comme c'est très drôle parce que finalement, devant elle, elle a eu pendant des jours et des jours des Américains qui sont passés. Et quand on ne le savait pas, eh ben c'est la même chose que les gens qui voyaient passer chez nous, on ne se rendait pas compte. Moi, j'étais la petite sœur, la copine. Je crois bien qu'ils étaient un petit peu amoureux, hein, certains. Ils ont tous été des garçons épatants, hein, vraiment. Et puis, bon, bah, le soir, c'était surtout le soir, quand mon père était là, bah, il y avait des grands discours, et puis alors, bon, bah, la soirée se passait, ma mère lavait la vaisselle, et avec un des Américains, moi, je l'essuyais. C'était ça la grande partie de plaisir. Il était venu à Juvisy, une
petite fête foraine avec 3-4 manèges et entre autres des auto-tamponneuses. On n'était pas toujours très prudents, hein, mais il y avait à la fois cette espèce de joie de les avoir. Hein. Alors, avec mon père, on les a emmenés au manège. Ils ont fait un tour de voiture tamponneuse. Et comme il y avait beaucoup d'employés de chemin de fer allemands avec leurs grands colliers, ça, c'était une histoire, il aurait fallu filmer. Les 2 Américains morts de rire qui allaient taper dans la voiture des Allemands. Ça paraît inimaginable, c'est peut-être un peu imprudent, mais bon, fallait bien quand même. Hein. On ne pouvait pas tout le temps être sur les nerfs et toujours avoir peur. J'ai dit à mon mari qu'il ne loge plus à la maison. Et c'est comme ça que quand les Allemands sont venus, mon mari ne logeait pas à la maison et n'a pas été pris. Les enfants hurlaient, tout le monde hurlait à la maison, ils étaient accrochés après moi, ma petite fille qui avait 5 ans. C'est qu'on lui défendait de parler de quoi que ce soit qui se passe à la maison. Alors elle était accrochée après moi, elle disait « Pars pas avec eux, ils vont te tuer », la pauvre gamine. Et ça a été horrible ce moment-là. Et puis moi, je voulais faire bonne figure aux Allemands. Et il y a un Allemand qui m'a dit « L'homme qui abandonne une femme comme ça est un salaud ». Et j'ai répondu « Un pire salaud, c'est celui qui vient s'attaquer à une pauvre femme sans défense pour la prendre ». Et c'est en arrivant à Fresnes que tout d'un coup j'ai eu peur. Peur, pourquoi? Parce que je me suis dit, bon ben, en fait finalement, étant donné qu'on savait qu'on était fusillés, on pensait comme ils avaient trouvé tout ce qu'ils voulaient, qu'on allait être fusillés tout de suite. Être fusillés, eh ben, je vais vous dire franchement, c'était rien. Mais être interrogé, l'interrogation, ça me faisait peur. Les Allemands ont tout de suite tué un de nos camarades pour nous faire réfléchir. Alors naturellement, les morts ne parlent plus et je l'ai chargé de tous les péchés capitaux. J'ai dit, moi, j'ai été emmené dans cette équipée que je regrette, ô combien je la regrette, par un tel, j'ai même oublié son nom, pauvre type, c'est pas bien. Je retrouve pas l'autre non plus. Il m'a dit, je veux faire un voyage en Bretagne, tu veux venir avec moi? J'ai dit oui. Hein, alors j'avais emporté pour les donner à Londres des bas de soie, des bas de nylon. Et je disais, moi je fais, mais comment vivez-vous? Ben, je fais un petit peu de marché noir avec les bas. Enfin, je faisais l'andouille, sans trop de difficultés, je faisais l'andouille. Moi, j'ai toujours voulu passer pour la bonne petite mère de famille qui ne bouge pas de chez elle, ce qui était dans un sens un peu vrai, et qui ne s'occupe de rien, qui a un mari très indépendant, mais qui est soumise. Et vous savez, les maris français sont comme ça. Donc, je ne m'étonnais pas du tout. Je n'ai pas un très bon mari, je crois, alors je suis un peu malheureuse. Et voilà ce que je leur ai dit. J'étais tellement contente que ce ne soit pas lui qui soit arrêté. Vous savez, ça a été... Moi-même, j'ai pensé ça, je me suis dit, vaut mieux moi que lui, hein, parce qu'il a de beaucoup plus grosses responsabilités, il savait beaucoup plus, était beaucoup plus au courant que moi. Et puis, moi, ça ne se verra pas dans la résistance, personne de plus sous moi, j'étais quand même pas une grosse responsable. On était très serrés dans les cellules, il y avait une très grosse promiscuité, on avait beaucoup de puces,
Ça, bon, ce sont des choses qui arrivent justement quand on est en prison. Mais en fait, les gens avec qui on était étaient quasiment toutes des résistantes. Et c'était pas difficile de vivre ensemble. Hein. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'en fait, on savait toutes pourquoi on avait été arrêtés. Bon, mais quand il y en avait une qui était à 4h, 5h du matin, on venait taper tribunal sur la porte. On savait qu'il y en avait une d'entre nous. Ben, ce jour-là, alors que généralement on passait la journée à Fresnes, à lire, à chanter, à se raconter des histoires, et ben ce jour-là, personne ne parlait. On attendait que l'autre en vienne parce que on savait qu'elle pouvait être torturée, etc. Et puis un matin, très tôt, nous avons été embarqués dans des autobus parisiens vers une... On ne savait pas, on ne savait rien du tout. On ne nous disait pas, vous partez, non, rien du tout. Et là, nous nous sommes retrouvés dans une grande gare de triage, les environs de Paris, où attendait un grand convoi de wagons à bestiaux. On nous met à peu près une centaine de femmes dans un wagon. Donc on nous pousse dans ces wagons. On nous donne un espèce de grand seau pour nos besoins et un autre seau avec de l'eau. Puis les portes vont se fermer. Nous sommes enfermés donc, dans ce wagon.